Le petit déjeuner politique. Bienvenue, 7h44, c'est le petit déjeuner politique d'Emmanuel Vargon, qui est secrétaire d'État auprès de la ministre de la Transition écologique et solidaire. Bonjour Emmanuel Vargon. Bonjour Patrick Roger. On va parler environnement dans un instant, mais un mot quand même sur une forme de cacophonie là au plus haut niveau. GPA, propos homophobes dans les stades. On ne sait plus vraiment qui croire et que croire. Sur la GPA, était-ce le bon moment de parler d'une circulaire sur la filiation, la reconnaissance des enfants nés de la GPA à l'étranger, au moment où s'ouvre le débat sur la PMA? Je crois que Nicole Belloubet a bien recadré les choses, elle s'est exprimée clairement. Le débat sur les lois de bioéthique, c'est un débat qui couvre la PMA. Et uniquement la PMA, donc procréation médicalement assistée. Nous n'avons pas l'intention d'ouvrir un nouveau débat et des questions de droit autour de la GPA, qui est un sujet complètement différent. Et vraiment, la parole a été portée par Nicole Belloubet, clairement. Au même moment, donc, il y a l'annonce de cette circulaire pour reconnaître cette filiation. C'est une manœuvre, vous pensez, des opposants? Il y a une fuite quelque part ou pas? Je Parce crois que pas. ça sème le trouble. Moi, je suis pas paranoïaque, donc j'ai pas envie de penser qu'il y a des manœuvres. Je pense que simplement, ça montre que l'administration avance sur ces dossiers. Il y a pu avoir une coïncidence malheureuse, mais encore une fois... C'est le même jour. Encore une fois, Nicole Belloubet a tout de suite réagi, donc je ne crois pas qu'on puisse parler de cacophonie. Elle a porté la parole, qui est la parole du gouvernement, et donc voilà, c'est son message qui, à mon avis, doit être entendu. Oui, et vous, sur la GPA, vous avez un avis? Vous êtes contre la GPA, là, pour l'interdiction, ou vous estimez qu'il faudra quand même s'y pencher un jour? Non, moi je pense que l'avancée de cette loi, ça va être la PMA et que c'est bien qu'on se concentre sur ce sujet. Oui. Sur les propos homophobes dans les stades, est-ce qu'il faut arrêter les matchs en permanence dès lors qu'il y a une insulte dans les tribunes? Moi, je soutiens vraiment la ministre des Sports parce que je ne vois pas pourquoi on ferait une différence entre des propos racistes et des propos homophobes. Oui. Tous les propos qui sont de l'incitation à la haine pour ce qu'on est, doivent être condamnés. Donc la question de savoir ce qu'on fait lorsqu'on a des manifestations de haine dans les stades, on doit se poser la question de la même manière sur les propos racistes et les propos homophobes. Elle l'a dit très clairement. Oui, elle l'a dit, d'accord, très clairement, mais c'est-à-dire on ne va pas arrêter tous les matchs de foot en permanence, alors qu'il y a des mots qui proviennent des tribunes, qui sont des expressions, aussi, qui sont un peu populaires et très vulgaires, évidemment, bien sûr, mais Emmanuel Macron l'a dit hier, on ne peut pas arrêter les matchs à chaque fois. Non mais... Pour moi, la question, c'est à quel moment on change et à quel moment on se dit que des choses qui étaient des propos peut-être juste vulgaires ou qui étaient simplement des expressions ne sont plus acceptables. Les propos homophobes, aujourd'hui, ça n'est pas acceptable, c'est une insulte et il serait temps de passer à autre chose. Alors après, la gestion des matchs, c'est pas mon sujet, donc je vous répondrai pas là-dessus. Mais ce que je peux vous dire, c'est que c'est pas parce que on a toujours eu ce genre d'expression, qui s'applique d'ailleurs aussi aux propos racistes, que c'est dans notre culture. Non, c'est fini. Il faut qu'on passe à autre chose. Oui, Emmanuel Vargon, est-ce que vous sentez une rentrée sociale assez agitée? Il y a les appels de la CGT, notamment dans les urgences, chez les pompiers, et vendredi à la RATP. Quelle réponse apporter en fait à la CGT? Pour les urgences, Agnès Buzyn a présenté un plan ambitieux hier avec 750 millions d'euros et des réformes à la fois d'urgence et de structure. Les retraites, c'est le très gros sujet de la rentrée. On a décidé de prendre le temps, y compris de repasser à une formule type grand débat, vous savez, qui m'est chère, parce que j'avais animé ça. Vous avez vu hier, c'était une sorte de grand débat d'Emmanuel Macron là, sur la pauvreté. Je crois que le président finalement a pris goût à ces rencontres dans lesquelles il échange de façon informelle, en répondant aux questions et directe. Sur les retraites, on va faire la même chose, parce que c'est une réforme lourde, importante, qui est en fait une forme de refondation de notre système de retraite. Et donc, il faut qu'on en partage à la fois la vision, l'ambition, les raisons, et puis les grandes orientations, et ça prendra quelques mois. Oui, à propos justement de consultation, vous en êtes où là du tirage au sort des citoyens sur le climat, sur l'environnement? Alors, ça a bien avancé, c'est en cours, c'est pas totalement fini, et cette convention citoyenne, donc 150 personnes tirées au sort, se réunira pour la première fois début octobre. Oui. À propos d'énergie maintenant, et puis d'environnement, vous allez participer aujourd'hui et demain à Angers à des rencontres nationales autour de la construction durable et de la rénovation énergétique. J'ai cru comprendre que maintenant il y allait avoir des primes directes qui allaient être versées lors des chantiers de rénovation. C'est ça, pour éviter les passoires? Oui, on veut mettre le paquet sur la rénovation avec Julien Denormandie, le ministre du Logement. Et pour ça, il faut mieux accompagner les Français qui souhaitent faire des travaux, donc améliorer vraiment beaucoup les systèmes d'information et de conseil et simplifier les aides. Et simplifier les aides, ça veut dire que ce qui est pour l'instant versé sous forme de crédit d'impôt, c'est-à-dire vous faites les travaux une année
et vous êtes remboursé sur facture, pour une partie de la facture, l'année d'après, c'est-à-dire presque 18 mois après en moyenne, ça va devenir une prime, c'est-à-dire que dès que vous avez payé votre facture, vous envoyez une copie de la facture et la prime vous est versée dans les semaines qui suivent. Oui. Donc ça va être beaucoup plus rapide. On le fait en 2 temps pour à peu près la moitié des Français l'année prochaine, en 2020, et pour l'autre moitié en 2021. Oui, donc les Français vont attendre un petit peu 2020, là. Ceux qui veulent faire de la rénovation Alors, énergétique, ils ont intérêt à attendre, quoi, non? Alors, j'espère que personne n'attendra. Je vous remercie de poser la question. Oui, parce que évidemment, à chaque fois qu'on change les règles, oui. On peut donner l'impression qu'il vaut peut-être mieux attendre. Mais à chaque fois que des travaux sont possibles, il faut les faire. Aujourd'hui, les travaux sont déjà aidés avec ce crédit non, mais d'impôt. ceux qui engagent des travaux, là, par exemple, à partir de l'automne, est-ce qu'ils vont pouvoir bénéficier de cette prime l'année prochaine ou pas, en présentant les factures? Ceux qui engagent des travaux maintenant, là, cet automne, vont pouvoir être aidés selon les modalités des aides d'aujourd'hui. Oui. Donc, des aides directes d'une agence qui s'appelle l'ANA pour les ménages les plus modestes, et puis le crédit d'impôt qui complète et qui leur sera donc versé l'année prochaine. Pour ceux qui engagent des travaux l'année prochaine, la moitié d'entre eux, les plus modestes, pourront avoir une aide directe sous forme de prime dès l'année prochaine. Oui. Donc de toute façon, on aura toujours un régime favorable et on essaye d'améliorer ce régime d'année en année pour qu'il soit plus simple. Le montant des primes a déjà été calculé, il se fera en fonction des dépenses, c'est ça, hein? Oui, alors une autre chose que nous changeons, c'est que pour l'instant, le montant du crédit d'impôt, c'est un pourcentage des travaux. Et finalement, c'est plus simple et plus lisible de donner une aide forfaitaire selon le geste qu'on fait. C'est-à-dire concrètement, si je change ma chaudière pour une chaudière type pompe à chaleur ou chaudière à granulés, je sais que je vais pouvoir avoir une aide qui peut être très élevée, jusqu'à 8 000 € pour une pompe à chaleur, jusqu'à à peu près 5 000 à 6 000 € pour une chaudière à granulés, qui va permettre, selon mon niveau de revenu, d'être couvert à près de 100% ou plus sinon plutôt 80% ou 60% en fonction du niveau de revenu. Donc le barème sera beaucoup plus lisible. On saura que si on va acheter une chaudière de tel ou tel type, on est aidé avec un montant en euros. C'est plus simple qu'un montant de pourcentage des travaux qui dépend du devis, qui dépend de l'artisan. Alors ça, c'est pour les ménages, pour le privé. Est-ce que le public va être concerné? Parce qu'il y a beaucoup de bâtiments au public, mais alors que de passoires, quoi. Est-ce que là, vous allez lancer aussi des initiatives? Alors clairement, parce que c'est pas acceptable que l'État lui-même soit pas exemplaire. Que ce soit dans les écoles, partout. Et les autres collectivités locales. Hier, j'ai signé avec la Sécurité sociale, qui est quand même un acteur qui a beaucoup de locaux, un protocole pour accélérer la rénovation des bâtiments de la Sécurité sociale avec de l'argent des fournisseurs d'énergie. Donc, il y a un mouvement qui démarre. Pour le scolaire, donc que ce soit les écoles, les collèges ou les lycées, avec Jean-Michel Blanquer, on souhaite lancer un grand plan de rénovation des bâtiments scolaires, en partenariat bien sûr avec les collectivités locales, puisque ce sont les mairies qui sont responsables des écoles, et puis les départements et les régions, des collèges et des lycées. Et puis après, il reste les vrais bâtiments de l'État. Et là, on a une démarche qui s'appelle l'État exemplaire, qui mérite d'être un peu relancée. Donc Elisabeth Borne et moi, on a vraiment l'intention de relancer cette démarche pour que l'État fasse ce qu'il dit que tout le monde doit faire. En revanche, vous abandonnez l'idée de location de passoires thermiques en 2025. Ça, c'est abandonné. En fait, avant d'aller à l'interdiction de location des passoires thermiques, il faut que le système fonctionne mieux. Parce qu'il faut que les propriétaires de passoires thermiques puissent rénover. C'est vrai quand c'est des maisons individuelles, c'est pour ça qu'on simplifie les aides. Il y a des appartements, à partir du moment où il y a des baux qui sont en cours, on ne peut pas du jour au lendemain. C'est ça. Mais est-ce qu'il y a une date? Dans les copropriétés, on a aussi besoin de simplifier les choses. Parce qu'aujourd'hui, quand vous êtes propriétaire dans une copropriété, vous n'êtes pas tout seul à décider. Les règles de majorité sont assez difficiles à atteindre. Les syndics ne sont pas formés. On a également signé cette semaine une convention avec Orpi qui s'engage à mobiliser tous les immeubles qu'ils ont en gestion locative, donc tous les propriétaires dans ces immeubles, pour pouvoir faire des travaux. Quand on aura remis le système à plat et qui fonctionnera bien, on pourra passer à l'interdiction. C'est en 3 temps, donc pour l'instant c'est 2028. Deux mots concernant à la fois la sécheresse et l'ouverture de la chasse dimanche prochain. La sécheresse, les agriculteurs pourront bénéficier d'aide éventuellement ou pas? Alors, le ministre de l'Agriculture a une politique vraiment ambitieuse pour aider les agriculteurs et leur permettre de bénéficier d'aides exceptionnelles. Et puis avec Didier Guillaume, donc, on travaille sur les sujets eau, y compris les questions de retenue d'eau, pour que ce soit plus facile de mettre en place des retenues d'eau dans une réflexion globale sur les besoins en eau et que du coup on puisse répondre aux besoins pendant l'été. En fait, l'idée c'est de dire
à un endroit donné, là où on a besoin d'eau pour l'agriculture. Il y a un travail collectif avec tous les acteurs, y compris les associations, pour voir vraiment quel est le besoin et est-ce qu'il est soutenable. Et quand on s'est mis d'accord là-dessus, alors on peut avancer. C'est même en train d'avoir lieu à un endroit vraiment difficile qui est Sivins. Vous vous souvenez qu'il y a eu un drame dans le sud-ouest, en Occitanie. Les acteurs ont travaillé pendant plusieurs mois ensemble. C'est compliqué à mettre en place. Et on a une esquisse d'accord qui a eu lieu en début de semaine. Ils se sont mis d'accord sur un chemin, sur une feuille de route. Et donc, il y aura probablement... Sivins, donc ça pourra voir le jour quand, en fait, la retenue La décision doit pouvoir être prise d'ici la fin de l'année. Oui. Et après, il faudra le temps de le faire. Oui, absolument. Combien de départements concernés d'un mot par la sécheresse 87 départements 87. Au plus fort de la crise cet été. On en est encore à 85 parce que les nappes phréatiques ou les cours d'eau ne se sont pas encore complètement reconstitués. Donc on est encore avec des restrictions dans beaucoup de départements. Le mot de la fin, Emmanuelle Wargon, avec Cécile de Ménibus. En matière de grosse chaleur, je voulais vous parler de l'organisation de la Coupe du Monde de foot au Qatar en 2022, qui fait fi totalement de la considération écologique. 12 stades sous la clim pendant un mois, H24. Est-ce que ça pose pas un problème d'éthique dans un contexte d'urgence climatique ? En tout cas, moi j'espère que désormais, les grandes manifestations, qu'elles soient culturelles, sportives, etc., elles soient décidées sur des dossiers dans lesquels l'impact environnemental soit aussi important que l'impact culturel, l'impact économique, etc. Je serais bien qu'on mette les considérations environnementales sur le même plan pour qu'on ait des manifestations qui soient vraiment porté par l'environnement et que l'environnement ne soit pas le cadet des soucis des organisateurs. Et là, c'est trop tard ? Là, la décision a été prise. La décision a été... Un mot sur la chasse pour dimanche prochain. Vous êtes pour les chasseurs qui, selon certains, respectent la biodiversité ou pas ? J'ai conduit une réforme avec l'UNOA qui a créé un grand établissement qui s'appelle l'Office français de biodiversité et qui a aussi posé quelques règles de réforme de la chasse. Moi, je pense qu'il ne faut pas diaboliser la chasse. Après, les chasseurs aussi sont dans un process dans lequel ils sont en train d'accepter l'idée qu'on a des espèces qui ne sont pas en très bon état de conservation et donc il faut les chasser moins. Et c'est pour ça qu'on commence à prendre des arrêtés restrictifs sur ce sujet. Oui. Merci Emmanuelle Wargon. On est le 11 septembre, dans 10 minutes, on va en parler. Vous vous souvenez du 11 septembre, là où vous étiez en 2001, justement puisque Je me souviens très bien, j'étais conseillère technique au cabinet de Bernard Kouchner, qui était ministre de la Santé à l'époque. Et on était en train de travailler sur un dossier, puis quelqu'un nous a dit il faut allumer la télé. Et donc, avec l'équipe du cabinet, tout s'est arrêté. Et on a regardé ces images hallucinantes en se demandant ce qui était en train d'arriver au monde. Tout le monde, effectivement, se souvient de ce qu'il faisait ce jour-là, l'effroi qui avait gagné la planète. Nous serons dans un instant avec Régis Le Sommier, grand reporter. Et nous parlerons de la menace terroriste qui existe encore aujourd'hui. Merci Emmanuelle Wargon. Dites-nous justement où vous étiez ce 11 septembre, justement, si 2000. Vous vous souvenez exactement de l'endroit où vous étiez. 7h57, c'est le Grand Matin Sud Radio. Le Grand Matin Sud Radio.